Allez, comme convenu, on va maintenant poursuivre cette émission avec trois nouveaux intervenants pour parler du thème central de cette émission. Et ce thème central, c'est l'aéronautique avec trois responsables d'entreprise. D'abord, Nathalie Barra, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes gérante de NHE Aero Trading. C'est une activité très particulière que vous allez nous présenter dans quelques instants. J'ai également le plaisir d'accueillir Robert Glémaud. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes PDG de Prolan. Et puis je termine ce tour de table, si je puis dire, en compagnie d'Arnaud Chevillot. Vous êtes le directeur commercial d'ECA Pharos. Alors, Nathalie Barra, NHE Aero Trading, qu'est-ce que c'est? Alors, NHE est une centrale d'achat aéronautique. En fait, nous sommes une petite équipe qui approvisionne les besoins en aéronautique sur l'aviation militaire, 80% quand même. Et voilà, on approvisionne du joint, un moteur, un train, un siège. Ça veut dire très concrètement que, ce qui n'est pas mon cas, mais si je suis possesseur d'un hélicoptère, je peux venir vous voir pour vous acheter une pièce de rechange, c'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. Bon, comment avez-vous créé cette société? Parce que c'est assez étonnant comme activité. Comment ça s'est passé? En fait, il y a 6 ans à peu près, j'ai donc été alors victime ou chanceuse, ça dépend, d'un licenciement économique. Et j'étais déjà dans l'aéronautique, je m'occupais essentiellement des appros. Et il m'est venu l'idée des approvisionnements. Pardon. On jargonne tous, hein. Vous êtes pardonnés. Et donc, il y avait un réel besoin. Et donc, j'ai essayé de répondre à un besoin en créant NHE, il y a 6 ans. Aujourd'hui, on travaille pour des grands groupes, des grandes institutions comme notre armée, des propriétaires privés un petit peu, des compagnies aériennes. Donc on fournit des équipements aéronautiques, mais vraiment variés. Hein, ça peut être un besoin, ce qu'on appelle en visserie, un moteur, au niveau des hélicos, un rotor, ou ça peut être un train d'atterrissage. Oui, parce qu'il y a une règle bien particulière dans le monde de l'aviation, c'est que même si l'appareil n'est plus construit, il doit pouvoir rester en fonctionnement 5, 10, 15, 20 ans, c'est ça? Alors normalement, tant qu'un appareil vole, il doit être suivi par les fabricants. Mais évidemment, on va dire qu'un avion vieillissant, des entreprises ferment, des fabricants disparaissent ou ne souhaitent pas reprendre. Et du coup, le rôle d'NHE, c'est de trouver tous les stocks disponibles sur la planète ou de faire refabriquer avec les plans d'origine. Tout ça, évidemment, avec la veille des autorités compétentes. Oui, parce que bien évidemment, toutes ces pièces sont certifiées. Qu'est-ce qui fait votre force? C'est votre réseau, votre carnet d'adresses, c'est ça? Alors, c'est le carnet d'adresses, c'est surtout la gestion et le traitement des obsolescences, puisque nous sommes spécialisés en aéronefs, avions et hélicos, donc qui ne sont plus fabriqués, qui sont très difficiles en appro. Alors, on fait plus une gestion et un traitement des obsolescences qui nous amène à trouver des solutions pour nos clients. Donc, on répond à leurs besoins en veillant à leurs obsolescences, en fait. À faire en sorte que ces appareils puissent continuer à fonctionner. Il y a quelques avions prestigieux que vous entretenez. J'ai cru comprendre que l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire, quand il avait besoin d'une pièce de rechange chez NHE Aero Trading, qu'il frappait? Tout à fait. Alors, on est souvent amené à intervenir sur cet avion parce que on est une petite équipe, on est très réactif, on connaît bien l'appareil. Et on s'est un petit peu déclenché ce qu'on appelle chez nous un AOG, ça veut dire un avion au sol. Et là, on met tout ce qu'on peut, en tout cas tout notre savoir-faire pour déplanter cet avion qui est souvent des fois à Orly, à Roissy, un petit peu partout dans le monde. Donc on intervient. Vous intervenez. Écoutez, on va vous retrouver tout à l'heure parce qu'il y a d'autres éléments. Votre regard, Robert Glémaud, sur cette entreprise, parce que vous intervenez effectivement en tant que PDG de Prolan, mais vous êtes également responsable d'un cluster, hein, c'est-à-dire un regroupement d'entreprises. C'est assez étonnant comme activité et c'est surtout cette réactivité qui peut paraître surprenante, mais qui est une des forces de cette entreprise. Oui, alors quand vous m'interrogez, c'est en cas de ma position de président du cluster Eden breton qui rassemble 25 entreprises bretonnes travaillant dans le domaine de la défense. On avait créé ce cluster il y a 5-6 ans à peu près, parce qu'à la suite d'un audit des compétences aéronautiques et défense en Bretagne, on était étonné justement de trouver des pépites comme celle-ci en Bretagne, de tas de petites entreprises, d'entreprises de taille moyenne, qui travaillent dans des domaines extrêmement pointus et très très variés pour les domaines de défense. Oui, donc je trouve que c'est une belle activité et je ne la connaissais pas en fait. Donc, on habite l'un et l'autre d'un côté et l'autre du département, mais on ne se connaissait pas. Et je pense qu'on va réussir à travailler ensemble dans le cadre du cluster Eden. Je n'en doute absolument pas. Alors, comment vous expliquez ce terreau fertile là qu'il y a
en Côte d'Armor et en Bretagne dans le secteur de l'aviation. En présentant cette émission, j'ai dit que les Côtes d'Armor, c'était une terre d'équilibre entre la mer d'un côté et la terre, mais il y avait aussi la voie des airs. Il y a beaucoup d'entreprises dans ce secteur d'activité. Oui, il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur industriel en général en Bretagne. C'est assez peu connu, je trouve, parce que justement, on a une image de la Bretagne à travers ses performances maritimes ou ses performances agricoles, si on veut. On a une industrie agroalimentaire qui est très, très performante, qui est performante, qui exporte. Mais on a un tissu industriel qui représente pratiquement autant d'emplois que le tissu agroalimentaire. Ça, c'est assez peu connu. Ça vient principalement des grands comptes de l'aéro et de la défense, parce qu'on va un peu jouxter en termes de technologie et de compétences les aérodéfenses. Tout ce qui vole. Tout ce qui vole, donc les Thales qui sont basés à Brest ou qui sont basés à Rennes, les DCN, des choses comme ça, ont créé un bassin de sous-traitants. Et vous êtes retrouvé avec beaucoup de PME sous-traitantes qui ont développé des compétences dans ces domaines-là et qui, après, sont sorties un peu de la Bretagne et ont été, pour certaines, faire de l'export, comme la mienne en tout cas. Mais la plupart des entreprises naissent de sous-traitantes installées par ces grands comptes. Oui. Bon, alors ça, c'est votre rôle de président de ce cluster. Je vais vous demander de reprendre l'autre casquette, la PDG de Prolan. Alors Prolan, quelle est votre activité ? Donc Prolan, on est 45 personnes, entreprise à 40 ans, et on est basé à côté de Lannion. On travaille pour les domaines aérodéfense principalement. On est un gros fournisseur dans les domaines aérodéfense, plutôt du Rafale. On est fortement positionné sur des pièces de Rafale, donc les nouvelles actuelles vont plutôt dans le bon sens pour mon carnet de commandes. Et puis on a une position aérocivile de 15% à peu près sur notre chiffre d'affaires. Et puis le reste, une trentaine de pourcents dans les domaines de la géophysique. On est les leaders mondiaux dans le capteur infrason et dans les capteurs sismiques pour les surveillances de la planète. Donc, ce qui nous permet de faire de l'export. On a à peu près 20% de notre activité à l'export. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à ce type d'activité ? Votre entreprise a déjà quelques années d'existence, plusieurs décennies. Il y a eu des périodes où il a fallu se réadapter aux besoins du marché ? Oui, en fait, l'entreprise a 40 ans. Elle a vécu toutes les périodes il y a des grandes périodes de mutation industrielle qu'on observait dans les années 90, années 2000. La plupart des entreprises, dans les années 90, se sont recentrées autour d'un métier industriel pour devenir performantes. Prolan, elle, est restée assez généraliste. On faisait un peu tout dans la mécanique, ce qui nous a permis... Alors, on a du coup vécu des années fin 90 qui étaient assez difficiles, début 2000 aussi. Par contre, aujourd'hui, on peut se positionner en tant qu'intégrateur mécanicien. Donc, on est spécialisé, en fait, en général dans la mécanique et on propose à nos clients des ensembles complets en mécanique. On va prendre des pièces mécaniques, des pièces de tôlerie, des pièces tournées, des pièces usinées sur des centres d'usinage et on va intégrer des cartes électroniques, le câblage, les logiciels et l'optique. Aujourd'hui, j'ai embauché récemment un ingénieur optique pour être capable de compléter et d'offrir une prestation mécanique la plus complète possible au grand compte. Ça veut dire que pour être pertinent sur un marché, il faut proposer ce que ne peuvent pas faire les autres ou des compétences de haut niveau, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai voulu positionner Prolan dans les pièces les plus complexes et les plus techniques, à la fois sur la définition de la pièce. On s'attache à faire des pièces extrêmement ouvragées. On a très très peu de concurrence sur le marché français. Et ensuite, des ensembles mécaniques complets pour être capable de venir combler les déficits de compétences techniques qu'on trouve chez les grands comptes. Les grands comptes ont, comme nous, subi les départs des papy-boomers, des gens dans les années 2008 à aujourd'hui, qui ont fait tout le cursus, qui ont démarré comme des ouvriers et qui ont grimpé au niveau de cadre décisionnaire dans les grands comptes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des interfaces qui sont des acheteurs dans les grands comptes, qui sont des ingés, en fait, mais qui manquent d'une expérience terrain. Et donc, les PME comme la mienne, en fait, viennent combler ces manques d'expérience avec une proposition, cette fois-ci, beaucoup plus complète et beaucoup plus globale, oui. Est-ce que vous êtes confronté à des phénomènes de délocalisation ? Est-ce qu'à certains moments, ces compétences-là sont allées ailleurs ? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des phénomènes de relocalisation ? Est-ce que ces compétences reviennent ici, en France et en Bretagne plus précisément ? Oui, là, vous brochez un convaincu. Donc, j'ai subi la pression dans début des années 2000. On a subi de fortes pressions de la part des grands comptes pour nous installer dans les pays à bas coût. Je me rappelle d'avoir été voyager en Afrique du Nord avec des grands comptes français qui me disaient si vous n'allez pas là, vous ne serez plus dans nos fournisseurs dans les quelques années qui viennent. J'ai toujours été convaincu qu'à un moment donné, ça se rebalancerait dans l'autre sens. On arrive à des niveaux de compétences et des niveaux de performance industrielle que les pays à bas coût sont loin d'atteindre. Donc j'ai été benchmarké l'année dernière par un de mes clients sur l'Inde. Les produits qu'on réalise dans les niveaux de complexité où on les réalise, on est moins cher que les Indiens. Donc je pense que
le miroir aux alouettes que représentait pour les grands comptes la capacité d'aller acheter des pièces à pas cher dans ces pays-là est un peu revenu. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont objectivé le problème. Ils savent ce qu'ils peuvent acheter dans les pays à bas coût et ce qu'il faut continuer d'acheter en France. Parce que c'est aussi la pérennité de ces grands comptes-là. Si aujourd'hui, ils n'ont plus en proximité des gens capables de concevoir et de fabriquer des pièces très complexes et qui vont les faire à 5-6 000 km, ce sont leurs bureaux d'études dans quelques années qui ne seront plus capables de les concevoir non plus. Donc ils ont besoin de cette proximité-là et aujourd'hui, ils en ont pris conscience. Ouais. Donc je pense que la période de la délocalisation, en tout cas, c'est une période qui est révolue pour moi. Oui. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, effectivement. Alors Arnaud Chevillot, vous êtes, je reprends votre propre terme, simulatoriste. Oui. C'est-à-dire que votre entreprise construit des simulateurs. Alors pas uniquement pour l'aéronautique. En gros, ce sont des objets pour aider à apprendre à conduire une moto, une voiture, un camion et bien évidemment un avion, c'est ça ? Oui, c'est ça. On peut dire que ce sont des outils de formation professionnelle. Donc pour Ecaferros, avec deux activités principales, deux secteurs principaux, la simulation qu'on appelle terrestre, simulation de conduite, donc deux roues, véhicules légers, poids lourds, et la simulation aéronautique avec des simulateurs destinés à former les pilotes, mais aussi les techniciens de maintenance. Bon. Alors comment ça se passe ? Parce que quand on conduit une moto, on est en capacité de s'adapter à différents types de motos, ça c'est à peu près évident, mais conduire un Boeing, piloter un Boeing ou piloter un Airbus n'est pas la même chose. Vous avez des liens avec les constructeurs pour que vos simulateurs soient le plus proche de la réalité. Comment ça se passe, ça ? Oui, bien sûr, c'est un milieu qui est extrêmement standardisé. On ne peut pas entraîner un pilote professionnel avec un outil bas de gamme ou un outil basé sur du jeu vidéo. Donc on évite la Nintendo, très clairement. Quoi. Voilà, il y a des applications qui existent. On voit arriver du serious gaming ou on voit arriver le monde du jeu vidéo qui commence à déborder un peu sur la formation professionnelle, mais on se heurte vite à des problèmes de certification. Heureusement, je dirais. Heureusement pour vous, d'ailleurs. Heureusement pour nous et pour le métier, les simulateurs qui sont utilisés pour former les spécialistes, qu'ils soient pilotes ou techniciens de maintenance, sont certifiés. Soit le simulateur lui-même pour les simulateurs de pilotage, soit la formation elle-même pour la formation en maintenance. Donc les simulateurs passent une série de tests qui sont variés suivant le type et la gamme du simulateur, qui sont dictés par les autorités de certification du pays. Votre force, c'est de faire du spécifique, c'est d'être en capacité de proposer un produit, là encore, c'est ce qu'on évoquait avec Robert Glémaud, que les autres ne peuvent pas faire, c'est ça ? Oui, c'est ça le secret. On arrive à proposer des simulateurs spécifiques de qualité avec une architecture matérielle qui reste maîtrisée, qui reste simple. Là où d'autres concurrents étrangers peuvent avoir des structures beaucoup plus lourdes, puisqu'ils sont plus proches structurellement de l'avion. Nous, on arrive à trouver le bon compromis entre la simplicité du matériel et la qualité de la simulation. Bon. Il y a beaucoup d'entreprises comme la vôtre, là, parce que moi, je découvre cette activité. Vous avez beaucoup de concurrence ? Donc, ça dépend du marché. En fait, chaque acteur, chaque simulatoriste a un peu une gamme privilégiée. Nous, en aéronautique, on est plutôt positionné sur des outils de moyenne gamme. Donc, on a de la concurrence directe avec une gamme similaire. Donc là, il y a quelques concurrents aux États-Unis, en Chine, en Russie. On se bat aussi avec des acteurs majeurs qui, eux, ont une gamme beaucoup plus étendue, qui va jusqu'aux simulateurs de la fin de formation, qui sont très haut de gamme. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez expliqué également que vous souhaitiez développer la recherche. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans ce domaine, mais ça aussi, ce sera pour vous un moyen de rester un peu devant vos concurrents, c'est ça ? Oui, dans nos deux activités, on essaye de se développer dans le secteur de la recherche. En aéronautique, ça reste quelque chose de marginal pour l'instant. Notre activité principale, c'est vraiment la formation. En simulation terrestre, on a quand même des partenariats avec des universités pour développer les outils de formation de demain et surtout en logiciel, imaginer des modules auto-adaptatifs ou des choses novatrices. La clé du succès, c'est d'être, ou l'une des clés, c'est d'être le plus réactif possible et de rester réactif, c'est ça ? C'est d'être à l'écoute du marché. Il y a beaucoup d'opportunités, la donne change vite. On a aussi des spécificités par pays qu'il faut savoir suivre.
Donc la force et la clé, une des clés de la réussite, c'est de savoir s'adapter à tout ça et rester effectivement, comme vous dites, réactif et pouvoir répondre à la demande rapidement. Bon, question commune là à vous trois qui êtes des spécialistes de ce secteur d'activité. Il y a, alors je ne sais pas si on peut parler de développement ou d'explosion du trafic aérien en prévision dans les années qui viennent. Est-ce que ça veut dire, Robert Glémaud, que ça va être un accélérateur d'activité pour vos entreprises? Il y aura de plus en plus d'avions, il y aura de plus en plus de gens à utiliser ces avions. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour le secteur de l'aéronautique? Oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment, ça c'est sûr et certain que c'est un marché aujourd'hui qui est très très porteur. Donc l'aéronautique, en tout cas, et les métiers de l'aéronautique vont tous se développer dans les années qui viennent. Mais mes difficultés, en tout cas, en me projetant sur ces choses-là, ma difficulté va être principalement de recruter du personnel. Alors ça, on va y venir, parce que En fait, ça moi, peut je paraître suis un paradoxe. plus touché par ces difficultés-là. En fait, trouver aujourd'hui des clients, trouver de l'activité, c'est pas un très très gros problème. Je pense que dans nos métiers, en tout cas, trouver du travail, c'est pas une grosse difficulté. La grosse difficulté, en dehors de la gestion d'entreprise, la grosse difficulté, c'est recruter du personnel. Ouais, c'est vrai. Alors comment vous faites, vous, concrètement, pour recruter? Concrètement, en fait, on a... Parce que là, il y a des compétences ici, par exemple. À dans cet l'UT, il y a des établissement. compétences. En fait, on a pas trop de difficultés à recruter des gens en structure. En gros, sur une entreprise comme la mienne, vous avez 50% d'effectifs qui est en structure. Ce sont des gens qui vont s'occuper de la logistique, de la partie commerciale, de la partie comptable, de la partie recherche et développement. Donc, ce sont plutôt des profils ingénieurs ou des profils Bac+4, Bac+5. Et la caractéristique principale, c'est de maîtriser les langues. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de capacité à faire de l'export si on ne maîtrise pas parfaitement et couramment l'anglais. Donc, c'est plus là nos difficultés au niveau du recrutement. Mais on arrive à recruter sans trop de problèmes. Et par contre, il y a 50% d'effectifs qui sont des gens qui sont en production, qui sont des gens qui vont gérer des robots de production, qui vont gérer des machines-outils. Et là, les formations aujourd'hui sont exsangues. Donc, on recrute plutôt au niveau Bac Pro ou BTS. Il y a de moins en moins de formations dans ce domaine. Donc, oui, il y a des vraies problématiques de recrutement. Et c'est quand même dommage de voir et de parler de chômage régulièrement et d'avoir des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Ouais. Arnaud Chevillot, est-ce que vous êtes confronté, vous aussi, à ces problèmes de recrutement? On est dans des compétences de haut niveau, effectivement. Il faut trouver les oiseaux rares. Oui, c'est toujours un défi. On a surtout, nous, des demandes en aéronautique d'ingénieurs système avec la double compétence informatique et aéronautique, et plus précisément système aéronautique. Donc on y arrive, on recrute, mais il faut, comme vous dites, trouver l'oiseau rare. Bon. Alors pour vous, Nathalie, c'est un peu particulier parce que la formation, elle se fait... vous avez contourné le problème, si je puis dire, avec une formation qui se fait en interne, c'est ça? Tout à fait. En fait, il n'existe pas d'école qui forme les commerciaux et les acheteurs en aéronautique. Donc, un petit peu comme le disait M. Glémaud, ce sont souvent ou alors des ingénieurs, mais ils sont très techniques, mais alors très peu acheteurs ou très peu commerciaux. Alors, NHE étant une société atypique, eh bien, la formation, elle est atypique. Elle est faite au sein d'NHE, avec des gens qui ont vraiment envie, forcément qui parlent anglais. C'est une évidence. Alors, au moins des bases. J'ai fait l'expérience sur deux de mes collaborateurs avec un niveau scolaire, 6e. J'exagère pas. Aujourd'hui, ils sont au bout de 6 mois, ils ont été complètement lâchés tout seuls. Et aujourd'hui, ils sont tous bilingues, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment pas un point bloquant. Par contre, oui, c'est le métier. Je préfère faire la formation moi-même au sein des NHE, ce qui me prend beaucoup de temps. Et puis, enfin là, dans les prochains mois, enfin dans les prochaines semaines, si tout va bien, je vais prendre deux BT, ce qu'on appelle des gens en bureau technique, bureau d'études, parce que la demande en gestion des obsolescences et les obsolescences programmées est telle qu'il y a vraiment une forte demande. Là, je vais devoir solliciter des gens très, très pointus, et je sais très bien que je vais avoir beaucoup de difficultés. Bon. On a bien compris, Robert Glémaud, vous qui avez une vue un peu plus périphérique sur toutes ces questions-là, qu'on était avec Nathalie Barra sur une activité très particulière, donc des compétences très particulières. Il fallait effectivement avoir ce terreau-là de connaissances en aéronautique et puis être capable de négocier, puisqu'il y avait à la fois du technique et du commercial. Mais pour vos activités, vos entreprises, comment on peut faire en sorte que ce décalage soit réduit?
entre ce que vous proposez en termes d'emploi et ce qu'il y a, les compétences sur le marché. Là-dessus, on est tous responsables. C'est pas l'enseignement, le monde enseignant ou que ce soit quelque partie de la société que ce soit qui sont responsables. C'est globalement qu'on est responsable. Ma difficulté, c'est que moi, envisager des formations internes, c'est difficile parce que pour les techniques d'usinage, on a besoin, et on a déjà testé, on a fait l'expérience, il nous faut des formations initiales en mécanique. Donc c'est aussi aux entreprises de participer à mettre en avant auprès des parents au moment des sélections et des orientations qui se situent au moment de la troisième. Les gens n'ont pas connaissance de nos entreprises. La population, elle passe à côté des bâtiments qui sont à côté des quatre voies et ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est à nous aussi de sortir de nos entreprises en dehors des salons professionnels auxquels on participe pour trouver des clients. Ici, cette année, on a participé depuis quelques années. On fait les portes ouvertes du lycée Chaptal et on y met dans le hall quelques entreprises du département pour permettre aux parents qui viennent avec des enfants de troisième de se projeter, de discuter avec des chefs d'entreprise, de prendre conscience que dans ces métiers-là, on recrute. Donc il faut aussi que le monde enseignant et les entreprises soient beaucoup plus liés et que les entreprises aillent vers ce monde enseignant. Après, il y a aussi besoin de les soutenir. C'est-à-dire que les formations techniques sont des formations très coûteuses et il faut lier des partenariats entre le monde de l'éducation et les entreprises pour qu'on leur fournisse des outils, de la matière, des choses comme ça, pour qu'on puisse former les élèves. Donc il y a un travail à faire, qui est un travail de lien entre le monde de l'enseignement, les entreprises, et qu'on puisse tous informer tout un chacun du travail qu'on peut trouver sur la région et des métiers qui sont exercés. Arnaud Chevilleux a peut-être une bonne méthode pour vous. Vous ouvrez vos entreprises et puis vous faites tester vos simulateurs et ensuite vous recrutez. Ça, c'est pas une bonne idée, ça ? Ça peut être une bonne idée. On est vite handicapé, je dirais, par l'aspect peu ludique des produits. On a souvent une confusion qui est faite entre un simulateur de vol et un jeu vidéo. Les simulateurs de vol orientés formation professionnelle ne sont pas vraiment ludiques. On s'endort assez rapidement. J'ai d'ailleurs des anecdotes de démos sur des... Oui, heureusement que ça se passe au moment de la simulation, on est bien d'accord. Hein. J'ai des gens qui sont endormis pendant une présentation, des gens qui n'étaient pas du tout dans le métier. Donc ça a un aspect attractif, effectivement, mais derrière, il y a beaucoup de compétences et beaucoup de complexité au niveau des systèmes. C'est ça le défi de la simulation. Le défi, effectivement, l'un de vos défis. Alors, il y a de nombreuses manifestations qui sont organisées pour promouvoir vos savoir-faire, les compétences de vos entreprises. Alors, il y a des grands salons, comme le Salon du Bourget et autres. Est-ce que ce sont, vous qui êtes dans l'aéronautique, des événements que vous mettez à profit pour communiquer, pour informer vos éventuels clients ? Robert Glémaud. Non, moi j'y participe pas. Alors on en a parlé tout à l'heure avant. J'y participe pas parce que j'y ai participé et les clients ils venaient avec plaisir, mais ils venaient voir les avions et les essais des avions en vol. Ce qui fait qu'ils passent pas leur temps dans les halls où se trouvent les sous-traitants de rang 1 et de rang 2. Ce sont des expositions qui nous coûtent très très cher. Donc j'ai décidé de plus y participer. Donc je fais d'autres salons, mais le marché de l'aéronautique est très très important. Il y a beaucoup d'activités. Donc je trouvais qu'il n'était pas nécessaire de participer à ces activités pour trouver des clients en fait. Donc je fais d'autres salons. Vous faites d'autres salons. Et pour vous, alors, Nathalie Barra, pour faire connaître votre activité, comment ça se passe ? Alors, bon, déjà, je voulais dire que je partage complètement ce que vient de dire Monsieur Glémaud. Le Salon du Bourget, c'est un salon, c'est une grosse exhibition. Moi, j'y vais en tant que visiteur, parce que c'est trop cher pour une TPE accessoirement, vous avez une vraie passion pour l'aviation. Alors, du coup, j'y vais. Et puis, c'est l'occasion aussi de voir les clients qui sont loin. Voilà, on a des clients un petit peu partout dans le monde. Et puis, c'est vrai que ça fait un lieu de rendez-vous convivial. C'est plus pour moi le fait de rencontrer des fournisseurs avec qui je travaille déjà, parce qu'on peut pas, voilà, ils sont un petit peu partout dans le monde et c'est l'occasion. Mais moi aussi, je préfère exposer dans d'autres salons qui sont bien plus pertinents pour NHE, comme celui qui a eu lieu en septembre, la DS Show à Bordeaux, qui était un salon sur les drones. Avec, voilà un autre marché intéressant. Alors voilà un autre marché, alors on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais NHE a pu y assister grâce à Côte d'Armor Développement, qui m'a mis sur la voie d'une subvention. Donc j'ai participé à ce salon, ça a fait, je sais pas, ça a dû augmenter le chiffre d'affaires des NHE, j'ai pas encore calculé, mais à peu près de 35% quand même. Donc c'est un véritable accélérateur. Au Bourget, je crois pas que je vais rencontrer des nouveaux clients. C'est pas le lieu. D'ailleurs, je saurais même pas comment. Enfin, je saurais même pas faire en fait. Mais si on vous fait confiance, ne vous inquiétez pas.
C'est important quand même, Robert Glémaud, qu'il puisse y avoir ces moments où on expose ses savoir-faire, quitte à ce que les institutions comme Côte d'Armor Développement donnent un petit coup de pouce là aux entreprises, parce que c'est vrai que ces salons, ça coûte de l'argent. Et c'est pas toujours simple quand on est à la tête d'une PME de 6-7 salariés, hein, c'est ça? Voilà, c'est très très cher. Alors ça vaut quand même le coup de le faire, la preuve, mais on ne le sait pas avant de l'avoir fait, les études, enfin... Là pour vous, ça a été très profitable. Oui, parce que c'était un domaine militaire et il était vraiment temps que... C'était très ciblé. C'était très ciblé. Les armées étrangères, notre armée était là et ça a complètement changé l'avenir des NHE. Ça a donné écoutez, donc j'ai vraiment bien fait d'avoir fait ce salon. Vous avez bien fait, puis on est heureux pour votre entreprise. Alors je reviens à mon idée d'exposition là. Non, l'activité commerciale généralement pour se développer elle coûte très très cher. Aujourd'hui, les bassins de croissance pour les entreprises industrielles, ils se trouvent à l'export. Le marché français de l'industrie, il n'est pas en croissance énorme. Donc si vous voulez avoir une croissance significative, vous êtes obligé d'aller à l'export. L'export, ce sont des salons et puis des commerciaux. Donc ça coûte très très cher. Là, j'ai fait un salon à Vienne il y a 15 jours, 3 semaines. Donc c'est quelque chose qui coûte 10 jours, à peu près 2 ingénieurs sur Vienne. Et on se pose la question d'aller à San Francisco au mois de décembre. Ça va nous coûter 20 000 € à peu près. Donc oui, les aides apportées par Côte d'Armor Développement sont importantes parce qu'elles donnent un peu le pied à l'étrier, elles incitent les entreprises à le faire. Mais quand même, les outils industriels sont des outils qu'il faut rendre performants, mais ils doivent être capables de payer des coûts commerciaux relativement significatifs. Et ça, c'est très difficile à porter. Et on a du mal, il faut faire un choix. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout. Mais pour le marché américain, je voudrais absolument l'attaquer. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour y aller. Bon, on vous fait confiance. Moi, je suis un béotien, je ne suis pas un spécialiste de ce secteur d'activité. J'ai quand même remarqué que depuis quelques semaines, on vendait des Rafales en pagaille. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour vos entreprises? Parce que qui dit Rafale dit des centaines et des centaines de sous-traitants derrière. Oui, moi j'en fais partie. Voilà. On est dans des fournisseurs extrêmement significatifs du Rafale. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a reproché un petit peu au Rafale d'avoir mis beaucoup de temps à être vendu à l'export, mais il n'est qualifié pour les armées françaises que depuis 2004. Donc, il fallait d'abord qu'il ait été essayé sur le terrain pour qu'on puisse le vendre à l'étranger. Donc, les ventes ont démarré cette année et démarré en trombe. Donc, oui, nos carnets de commandes vont être pleins. On est en négociation en ce moment pour toutes ces parts, pour toutes ces pièces-là. On devra avoir fini de négocier, je pense, d'ici 1 mois à peu près. Et on devrait rentrer à peu près des commandes pour 4 ans, en gros. Donc, ouais, c'est extrêmement significatif. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes impacté, Nathalie Barra, également? Parce que ça veut dire que si on utilise de plus en plus de Rafale, ça veut dire qu'il y a d'autres avions qui vont être mis, pas au rencard, mais qui seront un peu moins utilisés, mais qu'il faudra quand même garder en état de marche. Alors, tout à fait. Il faut savoir qu'un avion met très longtemps à mourir. Il a 5, 6 vies. Et moi, la commande des Rafales, c'est une bonne nouvelle pour un de mes clients qui est Thales, système aéroporté. Alors moi, j'étais très contente de savoir que mes clients ont des bonnes commandes, parce que déjà, c'est un client qui va bien. Et puis, à côté de ça, le temps que tous ces avions soient livrés, il va falloir utiliser les anciens. Donc, voilà, je suis là, voilà, avec mon équipe. Avec votre équipe. Quelques mots encore sur l'avenir de ce secteur d'activité. On a bien compris que il y avait des bonnes nouvelles, il y avait des commandes de Rafale notamment, il y a un certain nombre des flottes qui se développent un peu partout dans le monde. Ceci dit, je retiens bien le message commun à Robert Glémaud et à Arnaud Chevillot. Il va falloir qu'on ait en face les compétences pour accompagner le développement de ces entreprises. L'enjeu, il est là, Robert Glémaud ? Oui, pour moi, l'enjeu va être là dans les années qui viennent. Ça va être principalement, je disais ça il y a une dizaine d'années, dans les Côtes d'Armor. Je pense qu'un jour, il y aura des entreprises qui vont disparaître faute de soldats à l'intérieur des entreprises. Ça risque d'être un vrai problème. Industriellement, on ne peut pas aller chercher les marchés si on n'a pas la capacité d'avoir le personnel qui va en face. Donc, il faut aussi qu'on se pose des questions quant à la formation des personnes. Je pense qu'on est bien outillé avec un IUT ici en formation technique ou en formation d'ingénieur ou des formations supérieures, mais on ne pense pas assez aux formations de base qui sont nécessaires. Il n'y aura pas que des ingénieurs dans nos sociétés. Il faut aussi faire travailler tout le monde. Donc il y a de la place dans nos usines à condition qu'on prenne le souci de former les individus. Oui. Arnaud Chevillot, l'enjeu, il est là aussi pour vous. Faire en sorte que de nouvelles compétences vous rejoignent et que vous puissiez continuer votre développement. Oui, en fait, on voit l'évolution des technologies. De plus en plus de nouvelles technologies apparaissent qui sont directement applicables dans notre secteur, dans le secteur de la simulation et de la formation.
ça appelle de nouveaux métiers également. Donc là où avant on avait que des informaticiens et des graphistes 2D, maintenant on a des compétences particulières en graphisme 3D, en modélisation dynamique. Donc ça demande beaucoup de métiers différents et de compétences différentes. Donc je rejoins mon collègue, il y a un vrai défi pour l'avenir de trouver ces compétences. Bon, on va conclure avec vous, Nathalie Barra. Démarrer la vie d'une entreprise, c'est toujours un pari risqué. Hein. C'est ce que vous avez fait il y a quelques années. Ça se passe plutôt bien pour vous. Est-ce que vous avez, j'allais dire, déjà tiré quelques plans sur la comète? Et est-ce que vous projetez à 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ben voilà, on est 6-7 pour l'instant. On sera peut-être 10-15 dans quelques années. Ben, il faut y aller étape par étape. On peut pas, donc chaque année qui passe chez NHE donne une ouverture sur des nouvelles choses. Et il est vrai que jusqu'alors, on essayait de prendre des petits marchés, on y allait petit à petit. Bon, là, c'est vrai qu'avant fin 2015, début 2016, on va se placer sur des plus gros marchés. On va être plutôt co-contractant que sous-traitant. L'équipe va grossir. On vient de déménager il y a 3 semaines avec une capacité de pouvoir embaucher, puisqu'avant j'avais même des problèmes physiques en tout cas il n'y avait pas assez de place. Donc aujourd'hui tous les bureaux ont été déménagés. Je suis restée à Quai-Vert et oui j'espère. Alors après voilà, on est sur des appels d'offres. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer cet été. Je suis un peu stressée comme tout le monde hein, quand on attend, mais ça devrait amener pas mal de surprises sur NHE, même peut-être la création d'un atelier notamment en composite. C'est ce que je disais. Ah bah vous avez des compétences dans cette unité. Hein. On pour en a la parlé il y a quelques fabrication minutes. de meubles aéronautiques, hein, que j'avais déjà fait ça dans mon passé. Et il s'avère que là, il y a un besoin. Alors, voilà, pour un programme de 2 ans, mais je pense que ça vaut le coup de le faire. Et voilà. Et de continuer l'histoire. En tout cas, merci à tous les trois. On va souhaiter bien évidemment bon vent à vos entreprises. On a vu que dans le secteur de l'aéronautique, il y avait des perspectives très intéressantes, qu'il fallait des compétences pour accompagner ces perspectives. On va maintenant, si vous le voulez bien, nous recentrer sur Saint-Brieuc avec 2 nouveaux invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler d'activités différentes, mais qui concernent là encore directement l'économie locale.